Bonjour à tous. Voici une vidéo sur une autre tonalité importante, la tonalité ironique et l'ironie en général. L'ironie est complexe, car elle implique beaucoup de significations différentes. On va donc voir les différentes significations du terme ironie avec des exemples, de manière à aboutir à une définition finale qui permettrait d'englober toutes ces significations. Souvent, on définit un peu rapidement l'ironie comme dire le contraire de ce que l'on pense. Cette définition est non seulement très incomplète, mais aussi très approximative. Dire le contraire de ce que l'on pense, c'est de l'hypocrisie, du mensonge, puisque l'on cache ce que l'on pense vraiment. En réalité, l'ironie consiste à suggérer, sous-entendre qu'on ne pense pas ce que l'on dit ou écrit, qu'il y a un décalage entre ce qui est dit et ce qui est, ce qu'il faut comprendre. Là où le mensonge cache son intention, l'ironie, au contraire, veut être comprise comme ironie. Ici, c'est un premier procédé de l'ironie qui s'appelle l'antiphrase, suggérer que l'on pense le contraire de ce que l'on dit. Voici un exemple d'antiphrase dans le célèbre extrait de Candide de Voltaire, où le narrateur décrit deux armées de manière apparemment méliorative. Les deux armées sont d'abord décrites comme un bel ensemble ordonné, harmonieux, musical, mais on comprend grâce au décalage, la référence à l'enfer et aux milliers de victimes, que l'énoncé est ironique et qu'il faut comprendre le contraire. La guerre n'est pas une belle chose, c'est une boucherie. Le but de l'ironie est la moquerie et la raillerie, et elle a donc un objectif critique. Dans une situation de communication orale, l'ironie va consister à créer un décalage et une opposition entre la réalité évidente et ce que l'on dit sur cette réalité. Par exemple, quelqu'un qui regarderait la pluie tomber et qui dirait « quel beau temps ». Comme il y a manifestement une disjonction entre la réalité, il pleut, et le message, il fait beau, on comprend que l'énoncé n'est pas à prendre littéralement au premier degré. Donc l'ironie contient en fait deux messages, deux niveaux de sens, l'un étant considéré comme vrai et l'autre faux. Il y a le message explicite, littéral, premier degré, qui est faux, il fait beau, et le message implicite, au second degré, qui correspond à ce que pense réellement le locuteur, il ne fait pas beau. Ce qu'il faut comprendre, c'est le message implicite. C'est pourquoi l'ironie est souvent associée à la dissimulation, à la feinte, à la duplicité. On retrouve d'ailleurs cette idée dans l'origine du mot ironie. Le mot ironie vient du grec eironeia, qui signifie fausse ignorance, ignorance feinte, simulée. On associe cette ignorance feinte à Socrate, un philosophe grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui utilisait cette technique de fausse naïveté pour aider ses interlocuteurs à prendre conscience de la faiblesse de leur raisonnement. Il posait à ses interlocuteurs des questions faussement naïves qui permettaient en réalité de déconstruire leurs certitudes. Cette fausse naïveté est un procédé ironique fréquemment utilisé. Par exemple, dans les lettres persanes de Montesquieu, un roman épistolaire du XVIIIe siècle, qui croise les lettres de deux habitants de la Perse. L'un des deux voyage en France et découvre les coutumes étonnantes des Français. Leur regard extérieur et naïf les pousse à s'interroger sur les mœurs françaises, comme dans l'extrait suivant, où Rika s'étonne de la mode parisienne. La fausse naïveté crée ici un effet ironique qui, comme chez Socrate, pousse le lecteur français à remettre en question son mode de vie et à en percevoir les ridicules. Il y a donc ici un décalage entre le sens littéral, la naïveté du personnage persan face à la mode française, et le sens dissimulé par l'auteur, ironique et critique. Les Français sont superficiels et changent de mode vestimentaire constamment. On a donc compris que l'ironie consiste à créer un décalage entre ce que l'on dit d'une situation et ce qu'est réellement la situation. L'énoncé est volontairement inapproprié dans le contexte où il est utilisé. De nombreuses autres figures de style, hormis l'antiphrase, permettent de créer un décalage ironique. En voici quelques-unes. Imaginons une situation où une mère demande de ranger sa chambre à son enfant peu coopératif. Pour faire de l'ironie, la mère pourrait utiliser, par exemple, une hyperbole. « Je te demande de ranger ta chambre. Quelle mère indigne je fais, je te maltraite ?» L'exagération, mère indigne et maltraitante, crée un décalage avec la banalité et la normalité de la demande. Une mère qui demande à son enfant de ranger sa chambre. Autre possibilité, la mère peut utiliser la litote, qui est un procédé inverse d'atténuation et qui peut aussi avoir un effet ironique. Imaginons que cette mère pourrait dire « Ce ne serait pas mal de ranger 2 ou 3 petites choses ». L'atténuation, 2 ou 3 petites choses, crée un décalage dans le contexte de désordre et la phrase devient donc ironique.
Autre exemple, la prétérition. C'est une figure qui consiste à dire qu'on ne dira pas ou qu'on ne fera pas quelque chose, que l'on dit et que l'on fait quand même. Prenons toujours l'exemple de cette mère. Je ne te demanderai pas de ranger ta chambre, mais si jamais tu voulais le faire, je te laisse libre. L'ironie est donc un phénomène de décalage complice ou critique entre un discours et la réalité. Mais elle peut englober d'autres phénomènes de décalage, comme l'ironie de situation ou l'ironie du sort. Dans l'ironie de situation, le décalage ne réside pas entre la réalité et le discours, mais dans le télescopage dans une situation de deux faits ou événements qui sont en décalage ou en opposition. Cela peut prendre par exemple la forme d'un renversement des rôles. Imaginez par exemple un cambrioleur qui se fait lui-même cambrioler pendant qu'il commet un cambriolage, ou une caserne de pompiers qui prend feu, ou encore le fameux arroseur arrosé en référence au premier film de fiction des frères Lumière. Ici, on est proche de l'ironie du sort. Le sort désignerait le destin ou le hasard. On personnifie d'une certaine manière le sort ou le destin en lui prêtant une intention ironique et moqueuse. Il y a un décalage entre ce qu'on imagine et attend de la situation et ce qu'elle s'avère être. C'est comme si le destin faisait du second degré. Par exemple, dans la nouvelle de Maupassant, La Parure, l'héroïne passe 10 ans à travailler d'arrache-pied pour rembourser un bijou très cher qu'elle a emprunté et perdu, pour se percevoir à la fin de la nouvelle que le collier était en toc et ne valait rien. Ici, c'est comme si le sort avait donné, comme dans l'ironie verbale, un message explicite faux, cette parure coûte très cher, en dissimulant le message implicite vrai, cette parure ne vaut rien. Autre exemple d'ironie du sort, on peut avoir un renversement logique, par exemple une suite d'événements qui crée un décalage entre la cause et la conséquence, comme un effet boule de neige, ou un décalage entre l'intention glorieuse et la réalisation décevante. Le roman Bouvard et Pécuchet de Flaubert est tout entier construit sur l'ironie de situation. Bouvard et Pécuchet sont deux amis qui, sans compétences pratiques, veulent s'intéresser à toutes les sciences. Ils échouent et ratent tout ce qu'ils entreprennent pour finir par revenir à leur point de départ. Il y a donc un décalage ironique entre leurs prétentions et leurs capacités réelles. L'ironie dramatique est plus complexe. Le mot « dramatique » renvoie au théâtre et implique la complicité du spectateur ou du lecteur. C'est une ironie de situation, mais dont seuls les spectateurs ou les lecteurs sont conscients, et pas les personnages. Par exemple, dans Tartuffe de Molière, Tartuffe est un hypocrite, un faux dévot. Il veut séduire Elmire, la femme d'Orgon, en ignorant que celui-ci est caché sous la table. Le spectateur le sait, mais pas Tartuffe qui se fait prendre au piège. Il reste à voir un dernier type d'ironie qui peut être très subtil. On parle d'écho ironique ou de mention ironique quand un locuteur reprend en écho un énoncé d'un autre locuteur qu'il désapprouve, comme une sorte de citation. Le signe le plus évident est de mettre des guillemets à l'écrit ou de changer d'intonation à l'oral pour signaler la distance critique et ironique. Si l'on reprend l'exemple de la mère et de son fils et de la chambre en désordre, imaginons que celui-ci revienne fièrement en disant qu'il a rangé sa chambre. Réponse de la mère : « Allons voir comment tu as rangé ». On comprend que c'est de l'ironie et que la mère suppose que l'enfant a juste caché le bazar au lieu de ranger. Ici, l'ironie consiste à reprendre en écho, en citation, le mot de son fils, ranger, pour suggérer un décalage entre ce que le fils appelle ranger et la réalité du rangement effectif qui est sans doute assez éloigné. Bakhtin, un théoricien russe de la littérature, utilisait le mot de polyphonie, ou dialogisme, ou plurilinguisme, pour désigner la fusion des voix dans le roman. Et il définissait ainsi l'ironie. Dans l'ironie, on y entend deux voix, deux sujets, celui qui dirait cela pour de bon, et celui qui parodie le premier. Le plus difficile, c'est quand il n'y a aucune marque typographique ou linguistique de mise à distance, quand il n'y a pas de guillemets par exemple. C'est le cas dans la parodie, où il faut deviner une sorte de citation moqueuse d'un autre discours, réel ou virtuel. Par exemple, le personnage de Madame Bovary de Flaubert, un romancier réaliste, est très sentimental et elle rêve du grand amour qu'elle se représente lyriquement à cause de ses lectures romantiques. L'amour, pensait-elle, devait venir tout d'un coup, avec de grands éclats et des éclairs, un ouragan des cieux qui s'abat sur la vie. Ici, il y a trois voix entremêlées, celle du narrateur flaubertien et celle d'Emma, qui pense au grand amour. Mais il y a aussi une autre voix cachée, celle du discours romantique, dont le narrateur parodie les clichés, et notamment les hyperboles, pour s'en moquer. Il faudrait imaginer des guillemets virtuels.
Ici, l'ironie est difficile à déceler si l'on prend au premier degré les émotions lyriques d'Emma, et si l'on ignore que le réalisme rompt avec le romantisme, et que Flaubert s'en moque. Pour finir, on peut tenter de montrer les spécificités de l'ironie en la distinguant d'autres catégories du rire comme l'humour ou la satire. La différence entre l'humour et l'ironie, c'est que l'humour crée une complicité bienveillante, alors que l'ironie est moqueuse. L'ironiste se sent supérieur à l'ironiser. La satire, ou tonalité satirique, sert elle aussi à se moquer d'une cible. Mais la différence, c'est que la satire est explicite, alors que l'ironie est implicite, elle doit être devinée. Donc en résumé, tentons maintenant de donner une définition générale de l'ironie. L'ironie consisterait à faire coexister deux situations, deux discours ou deux systèmes de valeurs, dont l'une se distancie implicitement de l'autre pour en révéler l'échec ou le ridicule. Donc si l'on résume un petit peu les différents types d'ironie qu'on a vus, l'ironie vient de l'ironie socratique qui offre un décalage entre la naïveté apparente et la lucidité réelle du locuteur. Celle-ci aboutit à trois grandes catégories. L'ironie verbale, qui offre un décalage entre la réalité et le discours tenu sur cette réalité, sens explicite et sens implicite. De multiples figures de style peuvent créer de l'ironie verbale. L'antiphrase, l'hyperbole, la litote, la prétérition, l'antithèse, la gradation. Deuxièmement, l'ironie de situation, qui crée un décalage entre deux réalités, deux faits opposés qui coexistent dans la même situation. On y inclut l'ironie du sort et l'ironie dramatique. Enfin, l'écho crée un décalage entre deux voix, deux énoncés ou deux discours, l'un qui parodie l'autre. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur les tonalités.